expérience. Merci beaucoup. Bonjour, M. Bolduc. Bonjour, M. Légaré. Hey, c'est un plaisir de vous recevoir à notre émission. Et puis, bon, comme on sait, vous êtes vous-même originaire de Beauceville. Oui, Vous avez resté un bout de temps ici avant de à faire vos études? Beauceville-Ouest, dans ce qu'on appelait à l'époque le rembord de l'eau ouest, là, en allant vers Saint-Joseph. Donc, j'ai passé toute mon enfance jusqu'à mon adolescence là-bas, jusqu'à ce que je quitte pour mes études à Québec. OK. Puis vous avez vos études, même vos études collégiales, je pense que vous les avez faites dans la région ici. Oui, ah oui, j'ai fait mon secondaire et mon cégep au séminaire Saint-Georges. Et puis là, vous avez quitté pour faire des études en philosophie. C'est quand même pas si courant des gens qui décident d'étudier dans ce domaine-là. C'est quoi qui vous a amené là, vous? Alors, qu'est-ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est que la philosophie a la prétention un peu de s'occuper de tout, du savoir. C'est un savoir qui remonte à 2400 ans avec Socrate, qui est notre patron à tout le monde. Et c'est une tentative de comprendre le monde par la pensée, par qu'est-ce qui se passe dans l'être humain, comment est-ce qu'il essaie de saisir le réel sans avoir recours à la religion ni à la science. Disons qu'au début, la philosophie et la science étaient la même chose, et ensuite la science s'est séparée de la philosophie pour devenir un savoir autonome à part entière. Mais moi, j'aimais les tentatives d'explication des grands philosophes, les Platon, les Aristote, quand ils parlent d'éthique, quand ils parlent de la source de nos connaissances. C'est le genre de questionnement qui m'intéressait. Pratiquement, là, dans notre vie, ça peut être utile d'avoir fait de la philosophie. Euh, Bien, en ce qui concerne l'enseignement au cégep, une grande contribution de la philosophie, je pense, et plusieurs autres professeurs de philosophie seront d'accord avec moi, j'en suis pas mal sûr, c'est de faire en sorte affiner notre jugement, notre hein, pour quand vient le temps d'argumenter, de raisonner, faire attention à ce qu'on dit, pas dire uniquement spontanément ce qui nous passe spontanément à travers la tête, mais penser ce qu'on dit. Pas se contenter de dire spontanément ce qu'on pense, mais penser ce qu'on dit. Entre amis, autour d'une bière ou peu importe quoi, on peut dire un peu n'importe quoi, c'est pas grave. Mais c'est important aussi de prendre la parole publiquement. Pensons aux réseaux sociaux. Et on assiste parfois à des débordements, à des jugements qui n'ont aucun sens, qui ne reposent sur rien, qui se nourrissent de ce que j'appelle des prêts-à-penser ou de préjugés. Et il faut faire attention à ce qu'on dit. Ça, c'est une chose. Et c'est aussi c'est apprendre l'histoire des idées, le capitalisme, le communisme, c'est l'éthique également, l'éthique. Euh, Bien se comporter. Sur quoi reposent nos jugements moraux? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Quels sont nos a priori, nos principes? Euh, Par la suite, vous avez enseigné dans différents cégeps, même à Saint-Georges. Oui, c'est ça. Donc, je remercie beaucoup Cégep Beau-Sapalage de m'avoir enseigné, de m'avoir plutôt engagé pour donner des cours optionnels, là, histoire de la philosophie. Ensuite, je suis allé, oui, travailler à Québec. Vous en arrivez même à écrire des essais. Là. Ça Vous a avez pris du commencé. temps, ça. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Oui, oui. Ça a Je pris du comprends que temps. vous étiez un peu là, sur la fin de votre carrière quand vous avez Oui, écrit votre premier essai qui était Sincèrement vôtre. oui, Euh, celui-ci. OK. Puis là, vous le décririez comment un petit peu ce livre-là? Et ce livre-là, au fond, ça avait commencé avec un exercice en classe que j'avais demandé aux étudiants. Je me rappelle même plus où j'ai pris cette idée-là, où elle vient tout simplement de moi. Écoutez, vous allez écrire des lettres.
Vous allez faire comme si vous étiez le philosophe et vous allez vous mettre à sa place et envoyer des lettres à quelqu'un qui, je sais pas moi, qui ne pense qu'aux richesses matérielles. Vous allez écrire à Michael Jackson qui s'adonne à des plaisirs un peu étranges. Vous allez écrire à quelqu'un qui est victime d'intimidation à l'école. OK. Puis moi, au début, je me demandais, les étudiants, comment est-ce qu'ils vont trouver ça, cet exercice-là? Ils vont penser, voyons, le prof, qu'est-ce qu'il veut encore? Puis les étudiants ont vraiment aimé ça. Ils ont vraiment aimé ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi je ne le ferais pas moi-même, ça, cet exercice-là? Donc, je l'ai fait. Puis il y a 27 lettres de philosophes de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Et il y en a une de Jean-Jacques Rousseau à Kim Kardashian. Puis, et Bon, je voilà. pense. Voilà. Et puis là, vous êtes arrivé plus récemment avec un second essai qui parle de Oui, travail et de temps. Là encore, pourriez-vous. D'ailleurs, sur la première page du livre, là, on voit des gens de votre famille. Hein, oui. donc, On ce sont voit, des gens de Beauceville. c'est, c'est une vieille photo. Ben, justement, moi, je suis venu au monde à Beauceville-Ouest, là, Oui, c'est-à-dire, oui, en allant vers Saint-Joseph. Et puis là, c'est une photo sur la terre où j'ai grandi. Là. C'est mon père, Paul, est décédé malheureusement au mois de mai cette année, avec mon frère aîné, ma sœur et moi. Puis là, il y a mon père qui a probablement un brochet ici. oui. Puis, juste un petit mot sur l'histoire de ça, parce que la maison d'édition Poète de Brousse, que je remercie évidemment, qui m'ont publié, ils m'ont demandé à un moment donné, René, aurais-tu une idée, une suggestion pour une page couverture? Parce que c'est pas qu'eux autres sont à court de moyens, là. La maison Oui, d'édition, ils ont des infographistes, puis ils sont capables de faire des pages couverture. oui, Mais je sais. ils ont eu la politesse de me le demander. Puis j'ai envoyé cette photo-là. Puis, mais c'est une photo prise par ma mère, décédée malheureusement il y a très, très, très longtemps, on était encore enfant. Mais c'est une photo qui est floue, qui est pas bon, puis... Mais, à mon grand étonnement, ils l'ont trouvée très belle, malgré tout. J'ai dit, ouais, vous êtes sérieux? Ouais, on va la mettre sur la page couverture. Ben, vraiment, parce qu'ils trouvaient même le petit côté vieillot, ils trouvaient ça intéressant. Bon, OK. Parce que déjà, la couverture, si on veut, elle parle. Hein. La question du travail sur une ferme laitière, Oui. on travaille énormément. J'écris quelque part dans l'essai, sur une ferme laitière, on travaille 365 jours et un quart par année. Parce qu'il y a, il y a le quart qu'on rattrape après 4 ans en ajoutant une journée là, dans les années bissextiles. Puis on travaille beaucoup. Puis c'est un essai un essai très libre parce que des ouvrages sur le travail, il y en a à la tonne, mais c'est ma vision personnelle. Est-ce que c'est de la philosophie? Est-ce que c'est de la philosophie? Oui, il y a présence de philosophie là-dedans, mais c'est pas de la philosophie pure non plus, parce que je me promène je vais consulter des économistes, je peux consulter des sociologues. Bref, je butine un peu. C'est pas un livre d'économiste. C'est pas un livre purement d'économiste. C'est pas un livre purement de sociologue. C'est pas un livre uniquement de quelqu'un qui aurait étudié aux autres études commerciales ou en relations industrielles. Ça reste un livre teinté par un professeur de philosophie et il est question du sens du travail, surtout. Qu'est-ce que ça apporte personnellement dans nos vies? Est-ce que ça a évolué, ce Ah, rapport-là qu'on a au travail, est-ce qu'il est le même qu'à l'époque? est-ce que notre rapport au travail a changé? En général, oui. L'éthique du sacrifice pour le travail est moins présente. On remarque que même du côté de ceux qui ont des belles professions comme les médecins, n'ont pas le goût nécessairement de travailler 70 heures, 80 heures par semaine. Ils veulent aussi du temps de qualité. Ils veulent
profiter de la vie parce que la vie passe rapidement. Ils veulent passer du temps avec leurs enfants et tout. Puis il y a même des mouvements qui encouragent, je ne dis pas que je suis d'accord avec ça, mais qui encouragent à cesser de travailler le plus jeune possible. Je pense au mouvement FIRE, F-I-R-E, le Financial Independence, Retire Early. Il y a longtemps, on parlait de la Liberté 55. Je pense que c'est la Ouais. compagnie London Life. Il y avait des belles publicités. Aujourd'hui, on parle de Liberté 45. C'est-à-dire, on invite les gens à trouvez-vous une job assez payante, là, mais continuez à travailler, à vivre comme si vous étiez des étudiants, là. Petit appartement, pas de dépenses, évitez de vous acheter des voitures de luxe. Et si vous placez très, très, très bien votre argent, eh bien, peut-être qu'à 45 ans, vous allez pouvoir prendre votre retraite. C'est un choix de vie personnel, mais en même temps, j'y vois à la fois un changement dans notre rapport au travail, un choix pour une meilleure vie, une meilleure qualité de vie, un choix pour le bonheur individuel, mais en même temps, j'y vois aussi des problèmes parce que avec la pénurie de main-d'œuvre actuellement, on aura besoin de travailleurs. C'est pas tout le monde qui peut faire ça, premièrement, là, une liberté 45. C'est pas tout le monde qui peut économiser dans la vie. Là. Euh, et voilà, c'est comme si le travail n'était plus qu'un moyen pour mes besoins personnels et non pas une fin en soi. Le travail, c'est aussi quelque chose par lequel on s'épanouit, par lequel on entre en lien avec la collectivité, avec la société. Le travail donne un sens. Mais pour beaucoup de gens, le travail, ce n'est qu'un moyen pour aller se chercher des sous pour s'acheter une auto, faire des voyages, changer de téléphone à chaque année, etc., etc. Donc, c'est un moyen et non pas une fin en soi. Il y a quelque chose d'éthiquement problématique là-dedans. Entre autres, on a vu avec la pandémie là, que le télétravail s'est développé quand même pas mal. Est-ce que c'est quelque chose qui change? Est-ce que c'est une donnée importante là-dedans? Ça joue, la pandémie, ça a révélé pour beaucoup de gens, ça n'a pas toujours été un choix, parce qu'il y a eu des gens qui ont été mis à pied, puis il y en a qui se sont retrouvés sur le chômage du jour au lendemain. Là. J'en parle un petit peu dans mon livre. Mais ça a contribué à changer notre conception du travail, de la pandémie. Comme vous venez de le mentionner, M. Légaré, le télétravail. Le fait qu'à un moment donné, on s'est aperçu qu'on est autant, sinon parfois plus productif en restant à la maison. C'est pas tout le monde qui peut travailler à partir de chez soi. C'est pas tout le monde qui, comme moi ici, a un bureau puis qui peut fermer sa porte. Il y en a qui vont continuer à aller au travail parce qu'ils ont besoin de rencontrer leurs collègues, ils ont besoin d'un endroit adapté pour leur travail, c'est sûr. C'est pas tout le monde qui peut faire du télétravail. Je ne demanderai pas à un garagiste de réparer ma voiture par télétravail. Là. On va être au... Non, Donc, il y a une certaine catégorie de métiers qui peut faire du télétravail. La pandémie, euh, j'avais pas terminé la rédaction de Travail et Temps et tout à coup est arrivée cette pandémie-là qui nous est tombée dessus comme une chape de plomb. Puis, mais ça a entraîné beaucoup de réflexions sur, mais coudonc, le travail, ça veut dire quoi finalement? Ça veut dire quoi passer tant de temps à travailler? Est-ce que j'aime mon travail? Et aux États-Unis, il y a eu un mouvement qui s'appelle la Grande Démission, le Great Resignation. Il y a des gens qui, tout à coup, ont profité de ce moment-là pour changer, mais radicalement de vie. Qui sont revenus à des métiers peut-être moins abstraits. Je pense à des traitements de données. Il y a des gens qui passent, bon, à un moment donné, pendant la pandémie, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à faire pousser des plantes à la maison, qui ont fait de l'horticulture, qui ont commencé à cuisiner, à faire leur pain. Hein. Donc,
il y a des gens qui ont profité de cette période-là pour essayer de changer de vie puis de donner plus de sens à ce qu'ils font dans la vie. Et on voit que c'est un sujet très vaste que vous maîtrisez beaucoup. Donc, on va inviter les gens à se procurer votre bouquin pour pouvoir creuser ça un petit peu. Bon, c'est comme le premier d'ailleurs, c'était édité aux éditions Poète de Brousse. Oui, Et puis, ça, ça, ça on s'appelle trouve. Poète de brousse. Ils font de la poésie, mais ils publient aussi des Ouais, essais. Oui, d'accord. des Et puis, romans. on peut se le procurer comment? Eh bien, moi, j'invite, alors si vous êtes intéressé par Travail et Temps ou par Sincèrement Vôtre, ben, je vous invite à aller faire un tour à votre librairie du coin préférée et puis vous pouvez le demander et puis dire, hey, René Bolduc, c'est quelqu'un de la Beauce et puis c'est un auteur. Avez-vous son livre? Non, bien, commandez-le. Sinon, on peut toujours aller sur Internet, sur un site qui s'appelle Les Libraires. Les Libraires, alors on prend un moteur de recherche pour ne pas dire Google, on tape Les Libraires et à l'intérieur du site, alors on fait une recherche pour une commande de livres. Voilà, tout simplement. Les Libraires et puis on commande et le livre arrive directement à la maison par la poste. Ben, on vous Commandez pas remercie. par Amazon, commandez pas par Amazon. Monsieur Bezos, il y a assez d'argent, là. Hein, on va commencer par encourager l'économie locale. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps, M. Bolduc. Et puis, je pense que les gens de Beauceville et des environs vont être contents de connaître un petit peu ce que vous faites. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Eh bien voilà, c'était notre émission pour cette semaine. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas que nous sommes toujours prêts à recevoir soit vos commentaires, vos suggestions ou pour en savoir plus à commercial-survetel.net. Et puis ici Jacques Légaré qui vous dit bonne semaine et à la semaine prochaine.